Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire d'Argo & Co. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous deux retours d'expérience avec Laurence Laroche et Xavier Cassignol et aussi partager avec vous les résultats d'une enquête que nous avons menée en fin d'année et dernière et début de cette année autour de comment est-ce que les directions achats s'emparent du sujet de la durabilité. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est de faire un rapide tour de table pour que chacun d'entre nous puisse se présenter. Donc moi, je suis Aldric Vignon, je suis un des associés d'Argo & Co à Paris. Je m'occupe plus particulièrement de performance autour de l'axe fournisseur et j'aurai la chance de modérer ou en tout cas d'introduire cette discussion avec vous. Lisa ? Lisa Lamiable, enchantée. Donc moi je suis principal chez Argo & Co. C'est moi qui porte l'offre achat durable et à ce titre, c'est moi qui ai conduit avec Aldric cette étude. Laurence ? Oui, Laurence Laroche, donc directrice achat dans des grands groupes internationaux, Saint-Gobain d'abord, puis Rockwool donc dans la laine de roche, et puis ensuite La Poste que j'ai quittée récemment. Et Xavier pour terminer le tour de table. Oui, Xavier Cassignol, donc je suis aujourd'hui directeur des achats qualité et sécurité de IDEMIA. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, les achats depuis une vingtaine d'années, plutôt sous des entreprises sous private equity, donc fonds d'investissement. Voilà. Merci Xavier. Ce que nous vous proposons, c'est avant de rentrer dans le retour d'expérience autour de l'étude que nous avons pu mener, je vais passer la parole à Laurence pour qu'elle nous représente en quelques mots le groupe La Poste. Je donnerai la parole ensuite à Xavier pour qu'il fasse la même chose pour IDEMIA. Comme ça nous permettra d'avoir un peu le cadre général. Et puis, tout au long de la séquence où nous allons dérouler les résultats de l'étude, nous agrémenterons ces résultats de cas concrets que nous partagerons avec Laurence et Xavier. Laurence, je te laisse la main. Je crois qu'il y a un slide simplement. Voilà, très bien. Alors, le groupe La Poste, un groupe que tout le monde connaît, mais dont tout le monde ne connaît pas forcément le périmètre. Donc, d'abord, c'est un groupe de services publics. Vous connaissez tous la fonction historique de distribution du courrier. Mais il y a aussi la banque, il y a de l'assurance, il y a aussi du numérique avec DocaPost, et puis il y a aussi toute la livraison du colis avec Géopost, enfin toutes les marques du groupe Géopost qui distribuent des colis de façon internationalement. C'est un groupe qui a 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 233 000 collaborateurs et puis aussi, je voudrais souligner, parce qu'on va en parler tout à l'heure bien sûr, un montant d'achat absolument colossal puisque c'est 15 milliards d'euros. Parfait, merci Laurence. Xavier, quelques mots sur IDEMIA ? Oui, alors à la différence de La Poste, IDEMIA probablement moins connu, même si la plupart d'entre vous êtes clients moins directs. Donc c'est effectivement un leader des technologies d'identité qui est un peu au croisement des milliards d'interactions qu'il peut y avoir chaque jour entre les clients, les citoyens et les entreprises et les gouvernements pour à la fois payer, se connecter, s'identifier, voyager. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, 15 000 employés un peu partout dans le monde. Et donc, on travaille avec à peu près 600 gouvernements, 2400 entreprises. Évidemment, une grosse dépense sur la partie R&D, 1 milliard. Et puis, vous voyez à droite de l'écran notre programme Impact qui est lié à la partie CSR. Je vous en dirai plus dans quelques minutes, mais grosso modo, les objectifs de réduction, évidemment, de carbone de 25%. Beaucoup de projets conduits par les employés sur les communautés, donc les sujets d'inclusion. Voilà, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et peut-être juste pour terminer, une deuxième planche sur l'organisation, en fait, trois divisions. L'une à gauche qui est plutôt sur la partie paiement et connectivité, qui travaille beaucoup sur l'automobile et évidemment pour les banques et les télécoms. Le deuxième bloc qui est vraiment sur la partie sécurité, c'est toutes les gates que vous traversez dans les aéroports, donc toute la partie sécurité. On travaille aussi pour le FBI par exemple. Et puis la troisième division,
qui est autour de l'identité et qui est d'ailleurs une division qui est aujourd'hui qu'on est en train de céder à l'imprimerie nationale. Donc c'est tout à fait récent, c'est public depuis à peu près 3 semaines. Et cette division-là devrait rejoindre le giron de l'imprimerie nationale en France et qui est donc tout autour du passeport, des cartes d'identité, de la carte vitale notamment. Voilà. En quelques mots, vous savez tout sur IDEMIA ou presque. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. J'ai oublié de le mentionner, mais pour ceux qui sont connectés, si vous voulez, vous pouvez poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre à la fin de notre présentation. Avant de donner la parole à Lisa pour vous dérouler les quelques points saillants que nous avons retenus de cette étude, mon enjeu est de vous redonner les points clés. Donc, c'est une étude que nous avons menée fin 2023, début 2024, auprès d'un certain nombre de dirigeants achats de différentes industries. Vous le verrez, c'est des choses qui vont ressortir dans les différents axes et qu'effectivement, suivant qu'on soit dans l'industrie, dans le retail, dans le luxe ou dans les services, la manière d'aborder la durabilité n'est pas tout à fait la même. Et contrairement à beaucoup d'études, nous l'avons menée sous la base d'entretiens que nous avons conduits, Lisa et moi-même et d'autres collaborateurs d'Argan & Co, avec nos clients pour ne pas rester uniquement sur le remplissage d'un questionnaire, mais aussi aller un peu plus dans le fond. Ceci nous a permis d'évaluer en fait la maturité de l'ensemble des clients avec lesquels nous avons pu discuter sur différents axes que nous allons évoquer avec vous, et nous avons pu reboucler sur finalement aujourd'hui sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça veut dire avoir une faible maturité, une maturité plutôt basique, avancée, ou quand on arrive à faire changer les choses sur des éléments plutôt factuels que nous avons collectés, mais nous y reviendrons plus tard en fin de séance. Donc je vais maintenant laisser la parole à Lisa qui va rentrer plus dans le détail de notre étude. Merci Aldric. Alors tout d'abord, on voulait vous partager quelques chiffres clés. La première chose, c'est que 100% des entreprises que nous avons interrogées ont engagé des actions pour travailler sur les RSE. Donc ça semble évident puisque évidemment les personnes qui ont répondu à nos sollicitations étaient intéressées par le sujet, mais néanmoins on voit quand même que tout le monde commence à travailler sur le sujet. Par contre, derrière, il y a des réalités qui sont un petit peu différentes avec des degrés d'avancement et de maturité qui sont assez hétérogènes. Je vais y revenir juste après. Le deuxième chiffre clé, c'est 93%. En fait, on a interrogé nos clients pour savoir, parmi une liste de sujets assez détaillés, donc ça allait de CO2, biodiversité, gestion des déchets, inclusion sociale, etc., quels étaient les critères qui étaient soit numéro 1, soit importants mais pas prioritaires, soit non regardés, etc. Ce qui est revenu en sujet numéro 1, c'est le CO2. C'est-à-dire que dans 93% des cas, le CO2 est listé comme sujet numéro 1. Ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité du temps, l'impulsion dans la mise en place de stratégies achats durables, elle vient plutôt en top-down, c'est-à-dire qu'elle est soit impulsée par le top management, soit via le biais des actionnaires qui impulsent sur le top management, mais en tout cas, elle est souvent insufflée par le haut. Et enfin, le dernier chiffre qu'on voulait partager, c'est 65%. On a 65% des directions achats qui ont intégré la RSE dans les objectifs des acheteurs. Donc, on voit que cette impulsion, elle vient par le haut, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait redescendue jusqu'en bas. Si on regarde maintenant un petit peu plus les enseignements clés, ce qu'on a pu apprendre au travers de nos entretiens, c'est que, il y a une évolution vraiment rapide du marché et ce sujet de la durabilité est maintenant à l'agenda de la majorité des directions achats, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années quand on en discutait avec eux. Ce qu'on voit également, et c'est le point numéro 2, c'est qu'on a quand même une maturité qui est assez hétérogène au niveau du processus achat. C'est-à-dire qu'il va être plus mature sur l'aval du processus. Donc, on va voir un certain nombre d'acteurs qui ont mis en place des chartes fournisseurs, des critères de sélection, des critères RSE dans la sélection lors des appels d'offres. Mais dès qu'on remonte un peu plus sur l'amont du processus achat, quand on va parler d'éco-conception, de vraie collaboration fournisseur, de revue des spécifications, là, il y a un petit peu moins d'acteurs qui sont déjà sur ces sujets-là. Donc voilà, on a une maturité tout au long du processus qui est assez hétérogène.
Et ce qui est ressorti aussi en point un peu saillant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il est assez difficile de piloter la gestion des risques et toute la compliance aux nouvelles réglementations, notamment parce qu'il y a un sujet autour de la donnée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle n'est pas toujours accessible, elle n'est pas toujours fiable lorsqu'elle est accessible, et même lorsqu'elle est accessible, on n'a pas forcément des personnes compétentes en face pour challenger cette donnée. C'est-à-dire qu'on va avoir des acheteurs qui vont recevoir un certain nombre de données, mais qui n'ont pas forcément été formés derrière pour arriver à savoir si la donnée qu'on leur donne est pertinente. Ils n'ont pas forcément les ordres de grandeur en tête. Donc voilà, on a quand même un sujet autour du pilotage de la data qui est lié à la fois à la gestion des risques, la traçabilité des filières, à la connaissance des fournisseurs de rang 1, de rang 2, etc. Et toute la compliance aux nouvelles réglementations, donc la CSRD en tête, qui font qu'on va avoir à traiter un certain nombre de données, mais aujourd'hui, on voit quand même que c'est un point encore un petit peu dur. Ce qu'on voit quand même, c'est que du coup, toutes les démarches qui ont été initiées par nos clients, elles ont commencé par des premières actions un peu simples pour lancer la dynamique, telles que signer des chartes fournisseurs, mettre en place des critères de sélection dans les appels d'offres, qui sont quand même souvent non discriminants, hein, on parle de quelques pourcentages, souvent moins de 10% dans la note finale. Mais en tout cas, c'est un petit peu la première marche pour entrer dans cette démarche. Et ce qu'on voit par contre, c'est que pour aller plus loin, et c'est le point suivant, il va falloir travailler sur plusieurs choses. La première, c'est comment je valorise l'impact RSE, comment j'en fais un axe de performance au même titre que qualité, coût, délai. On a coutume de dire chez Argon qu'il faut passer d'un triptyque à un carré, et voilà, et faire rentrer la durabilité comme vraiment un axe de performance. Le deuxième point, c'est comment on développe la collaboration fournisseur et comment on accompagne les fournisseurs dans la décarbonation. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a vraiment un enjeu quand on a un panel de fournisseurs, notamment si c'est des fournisseurs qui sont plutôt des PME ou des petites ETI, à les accompagner dans cette démarche de décarbonation parce qu'eux, ils n'ont pas forcément les ressources pour le faire. Et comment derrière ça, on fait aussi des collaborations fournisseurs sur des nouveaux produits, sur des nouveaux sourcings. On en reparlera plus tard, mais voilà, il y a un vrai enjeu sur comment on travaille différemment avec les fournisseurs. Et le troisième sujet pour aller plus loin, c'est comment on accompagne nos équipes pour développer les bonnes compétences et être capable de répondre à ces nouveaux enjeux. Et derrière, ça passe aussi par, à terme, formaliser des objectifs RSE spécifiques dans les objectifs de performance des équipes. Ce qu'on voulait faire maintenant, c'est rentrer un petit peu plus dans le détail de certains thèmes que j'ai commencé à introduire là. Et évidemment, on va profiter de l'expérience de Laurence et Xavier pour rebondir et nous expliquer un petit peu comment ça marche chez eux. Donc, si on regarde un petit peu les stratégies achat durable. Donc, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que l'impulsion, elle vient par le haut et qu'elle est majoritairement focalisée sur la France et sur l'Europe. C'est-à-dire que quand on a des entreprises qui sont présentes de façon internationalement, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on utilise la France et l'Europe comme pilote souvent pour développer cette politique achat durable. Et ensuite, on espère que les régions telles que les États-Unis ou la zone APAC suivent. C'est un petit peu logique puisqu'on sait aussi que la France et l'Europe sont plus avancées que d'autres parties du monde en matière de réglementation, ce qui fait que quand on a en fait l'impulsion réglementaire et l'angle compliance qui arrive, ça pousse les entreprises à aller d'abord sur ces régions-là et à en faire un peu un espèce de pilote qui va emmener les autres régions derrière. Ce qu'on voit, et ça c'est un des points que j'ai trouvé personnellement le plus intéressant, c'est que dans les entretiens qu'on a fait, on nous a dit que globalement, la stratégie achat, elle intègre la RSE que dans 50% des cas, alors qu'on a 70% des personnes qui nous ont dit qu'elles avaient des ressources dédiées sur le sujet. Donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que on commence à mettre des ressources et à staffer un peu ce sujet-là. Néanmoins, c'est pas encore remonté au niveau stratégique dans la moitié des cas. Donc, on voit qu'il y a encore un chemin qui est assez long pour que ça passe d'un sujet qui est assez opportuniste et géré de manière opérationnelle à vraiment un angle de la stratégie achat. Ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité des personnes qu'on a interrogées nous ont cité un certain nombre de KPI, soit quantitatifs, type note, médaille EcoVadis ou data liée au CO2, ou qualitatifs, qui commencent à être suivis. Mais on voit quand même qu'avoir une vision globale de la performance achat durable, un pilotage un peu global, c'est encore assez rare.
Et ça en va à mon dernier point de cette partie, qui est de dire qu'en fait, on a peu d'exemples de valorisation de la performance durable. On voit que certaines entreprises ont commencé à mettre en place un prix de la tonne carbone, mais c'est une pratique qui fait pas toujours l'unanimité. C'est une pratique qui, dans les faits, quand on en parle avec nos clients, sont assez difficiles finalement à mettre en œuvre opérationnellement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que une fois qu'on a mis un peu toutes les briques en place dans la stratégie achat, le point dur de tous nos clients qui sont les plus matures sur ce sujet-là, c'est maintenant comment je valorise cette performance durable, comment j'arrive à en faire vraiment cet axe de performance dont on parlait en préambule. C'est un peu ce que je voulais dire sur la partie achat durable. Je sais que Laurence voulait nous partager un petit peu ce qui est fait au niveau de La Poste sur cette partie-là. Oui, alors ce qui est clair, c'est que de toute façon, tu l'as dit, Lisa, hein, c'est du top-down. Et donc sur la Poste, en fait, il y a vraiment dans la stratégie de la Poste de s'engager comme entreprise leader de la transformation, de la transition écologique. Donc ça, je dirais, c'est le chapeau. Et ensuite, on est complètement, je dirais, accroché là-dessus. C'est-à-dire que toute la déclinaison qu'on a fait sur les achats responsables, elle part de là. Donc voilà ce que je peux dire par exemple comme illustration. Alors je sais pas si je suis censée utiliser illustrer chacun des 4 points, mais on a effectivement des ressources dédiées à la Poste là-dessus, mais la RSE, elle est dans les stratégies achats forcément, et d'ailleurs euh, le critère RSE au sens large, il représente au minimum 10% des critères d'évaluation je dirais des offres, sachant que sur certaines catégories où ça peut être pertinent, ça peut aller jusqu'à 50%. Voilà un peu ce que je peux illustrer. Merci beaucoup. Si on regarde maintenant le deuxième focus qu'on voulait faire, qui était sur la partie montée en compétences des équipes et inscription des sujets RSE dans les objectifs de performance de l'équipe. Donc, ce qu'on a pu voir tout au long de notre étude, c'est qu'on a 65% des directions achats qui ont intégré des objectifs RSE dans les objectifs des acheteurs. Donc, dans ces 65%, dans 80% des cas, on nous a évoqué des objectifs liés à la réduction de CO2. Donc ça, évidemment, ça va dépendre du portefeuille de l'acheteur, hein. Ça marche très bien sur des portefeuilles de produits et sur des personnes qui ont des casquettes un peu achat dev. Ça va pas être le cas sur des achats purs qui vont évidemment avoir plus de mal à travailler à être prescripteurs sur la matière première, mais en tout cas sur des entreprises qui ont des postes achat dev et qui ont cette double casquette, on voit très souvent des objectifs liés à la réduction du CO2 dans les objectifs des acheteurs. Ce qu'on a vu aussi, ce qui a été mentionné, donc un tiers des cas, c'était des objectifs liés à la réduction des déchets, donc notamment quand les entreprises sont dans des démarches de zéro plastique et qu'il y a beaucoup de choses à faire autour du packaging de ce qu'on va acheter, donc pour sortir des blisters, sortir de l'emballage plastique et passer sur, par exemple, des papiers 100% FSC. Les autres sujets qui ont été cités, c'est des enjeux liés à la recyclabilité et la réparabilité des produits et des enjeux liés à l'inclusion, le recours à des ESAT dans les achats. Et enfin, de façon un peu plus marginale, on nous a mentionné des objectifs liés à l'utilisation de matières RSE. Donc, ce qu'on va appeler matières RSE, ça va être, selon les entreprises, des matières certifiées sur certains labels. Ça va être des matières recyclées, par exemple. Voilà, souvent, les entreprises se listent un certain nombre de matières recyclées et vont inciter les acheteurs à passer sur ce type de matières recyclées pour sur la partie packaging, voilà. Et celui que j'avais trouvé intéressant, c'est que on a eu un client notamment que j'ai en tête qui avait mis dans les objectifs des acheteurs des enjeux liés à la cartographie de certaines filières, des filières à risque. Donc ça met un peu en lien avec ce que je disais en préambule sur la gestion des risques fournisseurs. Donc derrière, ça redescend au niveau des objectifs en disant, voilà, vous avez un enjeu à tracer cette filière, à comprendre quel est votre fournisseur de rang 1, le fournisseur de votre fournisseur, etc., etc. Et ce qu'on voit derrière, c'est que pour accompagner ça, on a quand même 80% des acheteurs des entreprises qu'on a interrogées qui ont bénéficié d'une formation RSE. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un petit peu plusieurs modèles.
Il y en a certains qui ont focalisé l'effort sur faire des formations, ce qu'on appelait avancées métiers pour les acheteurs, donc à peu près dans la moitié des cas. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des formations d'éco-conception, des formations liées à voilà au CO2 par exemple, pour que en tout cas les acheteurs aient les billes pour challenger les fournisseurs. Et dans d'autres cas, on a une approche un peu plus hybride qui est donner un vernis aux acheteurs, mais accompagner les acheteurs en mettant des experts RSE qui sont rattachés aux achats. Donc, il ne s'agit pas de personnes qui sont rattachées au département RSE, mais bien de personnes qui sont au sein du département achat et qui accompagnent les catégories bailleurs. Donc, souvent, ils ont des expertises produits, on va dire, par exemple. Donc, ils vont être responsables d'une filière ou de plusieurs filières. Et ça va leur permettre d'avoir une connaissance fine du produit, des différents débouchés de sourcing, et voilà. Et derrière, ils sont en appui aux catégories bailleurs. Donc, on a un peu ces deux types de profils. Xavier, est-ce que vous voulez en dire un mot? Oui, non, mais effectivement, c'est les deux points clés à mon avis, à la fois la formation et les objectifs. Sur la formation, euh, je pense que votre petite le petit schéma est assez parlant. Je pense que et ça vaut ce mix des trois est très important. Je pense qu'aussi ce qui est important, c'est de faire des choses qui soient appropriées et en ligne avec les objectifs de l'entreprise. Bon, sur les formations qu'on a fait auprès des acheteurs, on a bien évidemment invité le patron de CSA, repartager les objectifs de l'entreprise, l'ensemble du programme, les différents piliers, la façon dont on est organisé. Et je pense que c'est aussi important de faire une formation conjointe à différentes fonctions, hein. Que ça soit pas que achat, mais qu'on puisse partager des objectifs communs, achat, vente et autres. Euh, cette partie entre guillemets inclusion dans la formation est importante à côté d'une formation plus métier sur effectivement le calcul de l'empreinte CO2. On a besoin effectivement d'une certaine expertise, mais il est aussi important de pouvoir d'avoir une formation qui puisse s'aligner par rapport aux objectifs de l'entreprise. Ça, c'est sur la formation. Sur les objectifs, euh, je pense que, bon, comme 65% des directions achats, on a aussi nos objectifs. Les acheteurs sont incentivés à peu près à hauteur de 15% sur les objectifs CSR. Alors, il y a des choses qui sont plus basiques, c'est-à-dire que je vois sur le premier bar chart sur la réduction du CO2, une des premières étapes, c'est de pouvoir reconstituer le CO2 de sa catégorie. Et donc, il y avait, là, encore une année, des objectifs de reconstitution et de mesure du CO2 pour chacune des catégories par chacun des acheteurs, de façon à pouvoir donner un peu de réalité au scope 3 de l'entreprise. Et puis après, c'est l'animation d'un certain nombre de workshops avec les fournisseurs pour discuter des plans d'action, et puis un certain nombre d'initiatives que vous avez listées là, il peut y en avoir d'autres. Donc c'est un tout. Mais effectivement, on est passé de 10 à 15%, peut-être 20% l'année prochaine. C'est à mon avis, très important. À la fois l'aspect formation et objectif est vraiment importante. Et c'est des conditions sine qua non de départ de ces initiatives. Laurence, tu peux nous dire un peu comment est-ce que toi, à la Poste, tu as embrassé ces deux sujets de montée en compétences et d'objectifs? Oui, alors d'abord sur les objectifs, en fait, les acheteurs ont enfin toute la filière achat a des objectifs sur la RSE qui représentent entre 25 et 30% voilà, de leurs objectifs, ce qui est d'ailleurs en fait je dirais la ligne directrice à l'intérieur du groupe La Poste. Donc et puis ensuite voilà, donc ça c'est déjà le cadre général. Et puis ensuite sur la formation, on a fait d'abord une formation, je dirais toute la filière achat
a eu une formation donc, via e-learning avec, comme le citait Xavier, hein, le rappel des enjeux, et c'est avec la patronne de la RSE et moi-même qui faisons, je dirais, l'intro, et puis ensuite on va de plus en plus profondément, je dirais, avec des exemples pour les acheteurs. Mais en tout cas, toute la filière achat a eu cette formation sur les achats responsables. Parfait, Merci beaucoup. merci. On avait un troisième sujet qu'on voulait partager avec vous, c'était sur la partie les leviers pour réconcilier la performance durable et économique. Comme je le disais en préambule, c'est un petit peu le nerf de la guerre et un petit peu le point dur qu'on a pu sur lequel on a pu échanger avec nos clients. Ce qu'on voit quand même, c'est que l'un des enjeux, ça va être de remonter sur l'amont du processus achat. Aujourd'hui, les actions RSE, elles sont beaucoup faites en aval, et évidemment, c'est un petit peu comme pour les gains. Plus on va travailler en amont et plus on va générer de l'impact. Et effectivement, si on travaille directement dès la collaboration fournisseur, dès la rédaction des spécifications avec les prescripteurs, on peut avoir évidemment beaucoup plus d'impact, et il est beaucoup plus facile de réconcilier la performance durable et économique. Ce qu'on voit également, et du coup ça va un petit peu avec, c'est qu'aujourd'hui, les collaborations fournisseurs, elles restent majoritairement opportunistes. Et en fait, ces relations long terme avec des fournisseurs stratégiques, elles ont été mentionnées que dans 40% des cas. Donc on voit qu'il y a encore il y a encore un certain nombre de choses à faire pour aller sur des sujets un petit peu plus long terme. Et ce qu'on a pu voir du coup sur les sujets sur le travail sur l'amont, ce qui a été cité en fait par les différentes personnes qu'on a interrogées, c'est à la fois des travails conjoints, soit en interne pour réaliser des ACV, soit même en interne en externe en travaillant avec les fournisseurs pour réaliser l'ACV de certains produits et mesurer l'impact de manière plus générale sur certaines fonctions, pour identifier évidemment où sont les drivers et sur quoi on doit travailler en priorité. Ce qui a pu être mentionné aussi, et nous on a eu l'occasion de le faire avec plusieurs clients, c'est de travailler sur l'éco-conception. Donc soit, et c'est ce qu'on a pu faire notamment dans l'agroalimentaire en travaillant avec des fournisseurs, où là on va retravailler, par exemple, on a retravaillé une recette d'un produit cuisiné, on a travaillé avec le fournisseur sur la recette en elle-même, le choix des ingrédients et le dosage des ingrédients et en retravaillant sur tout leur processus de développement de produit pour en faire un produit qui était qui avait moins d'impact environnemental, mais en ayant le même prix et une meilleure acceptabilité client. On a pu faire également des sujets d'éco-conception, par exemple, sur des échafaudages, où en fait, en travaillant en transverse dans l'entreprise avec les achats, la partie production, la partie méthode, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un gros enjeu à retravailler tout le packaging, et finalement, sans même travailler le produit en lui-même, mais en éco-concevant tout le packaging, on a pu passer de plastique thermoformé à un autre packaging beaucoup moins émetteur de CO2, et on a pu enlever un four dans l'usine. Donc, il y a quand même des vrais enjeux pour réconcilier la performance durable et la performance économique, à travailler vraiment sur l'amont, parce que parfois, même en travaillant sur des choses qui ne sont pas le produit en lui-même, mais des choses autour du produit, on peut réussir à réconcilier la performance durable et la performance économique. Parce qu'évidemment, si dans le cas que je mentionnais précédemment, si on enlève un packaging thermoformé et qu'on passe sur un plastique très très fin et qu'on enlève un four, évidemment, les gains, ils sont très importants, puisqu'on va économiser l'énergie, on va acheter moins de plastique, et tout ça, évidemment, permet de faire aussi des belles choses au niveau impact environnemental. Il y a aussi beaucoup de choses sur le travail en amont qui sont liées au choix des matériaux et au travail des spécifications. Donc ça va passer aussi par beaucoup de change management et de travail avec les prescripteurs internes. Et c'est comme ça, en sensibilisant les prescripteurs, qu'on peut quand même réussir à réconcilier performance durable et performance économique. Ça va évidemment sur le choix des fournisseurs et donc et de la façon dont on collabore avec eux. Et le deuxième sujet qui est quand même vraiment revenu, et je laisserai après nos invités nous en parler un peu plus, c'est tout ce qui est accompagnement des fournisseurs. Donc on a un certain nombre de clients, ceux qui étaient les plus avancés sur ces sujets, qui en fait embarquaient les fournisseurs au travers d'ateliers, au travers de formations, au travers de définitions conjointes de trajectoires carbone, ou au travers d'incentives auprès des fournisseurs, en faisant des récompenses pour les fournisseurs les plus RSE, en tout cas en animant leur communauté de fournisseurs sur ces sujets-là.
Je sais pas, Laurence, si vous voulez en dire un mot. Oui, alors je peux illustrer avec un exemple qui sont les emballages Colissimo, hein, donc qu'on connaît tous. Il faut savoir qu'il y a 100 millions d'emballages carton voilà, qui sont utilisés par an, et donc on a eu une grosse action, je dirais, qui illustre bien tous ces aspects d'éco-conception, de choix des matériaux, voilà, de collaboration fournisseurs. D'abord pour passer en fait à beaucoup plus de recyclé dans le produit, hein, donc on est passé à 60% de recyclé. Mais on a aussi travaillé sur l'encre pour avoir une encre acrylique, une colle d'origine végétale. On a enlevé je sais plus, la tirette. La tirette, elle est monomatière maintenant, donc c'est plus un truc plastique. Donc ça vient 100% recyclable. Et puis on a aussi des choses qui sont en cours comme la suppression des liasses. Donc tout ça, c'est vraiment de la conception, de l'éco-conception qui permet voilà, d'avoir un produit beaucoup plus durable et beaucoup plus vertueux. Donc, je pourrais donner cet exemple. Xavier, est-ce que tu aurais aussi un autre exemple à partager avec nous? Écoute, oui, oui, oui. Là aussi, un exemple sur la carte de paiement qu'on fait maintenant en PVC recyclé. La division paiement chez nous voulait vraiment accrocher l'ensemble des clients et a lancé une initiative qu'on appelle Green Pay. Et on a travaillé à la fois avec la division et un fournisseur qui était capable de mettre en place toute une chaîne sur la recyclabilité du PVC. On a d'ailleurs mis au point un accord d'exclusivité pendant 3-4 ans avec eux, ce qui nous a permis d'emblée de mettre au point ce produit et de prendre tout de suite des parts de marché très importantes, puisqu'on était les seuls à véritablement faire du PVC recyclé pendant 3-4 ans. Donc c'était un peu réconcilier une injonction contradictoire entre d'un côté cette performance durable et puis le côté business, le côté performance économique, où en réalité, grâce à l'action des équipes, à la fois division, achat et autres, on a pu, je dirais, développer un nouveau marché quelque part et faire croître le business d'Idemia sur le sujet, au moins pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, je dirais, l'essentiel des cartes bancaires que vous maniez sont en PVC recyclé. Voilà, donc il faut essayer de trouver, je dirais, des idées, des exemples un peu concrets pour compléter, je dirais, les exigences de conformité, parce qu'on a tous des exigences de conformité là-dessus, et essayer de trouver des choses qui peuvent accrocher à la fois les clients et tout le monde en interne à travers des sujets qui peuvent mobiliser tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On avait un dernier focus qu'on voulait partager avec vous. Ça concerne plutôt les moyens qui sont mis en œuvre et les freins qu'on a entendus. Donc évidemment, ce qu'on voit, et j'imagine que je vous apprends rien, c'est que les moyens mis en œuvre aujourd'hui sont pas encore suffisants si on considère le rôle stratégique que les achats vont avoir ou ont déjà d'ailleurs dans la transition durable. Ce qu'on voit globalement, c'est que souvent le sujet RSE, il est encore perçu comme un surcoût et qu'on manque notamment de data pour appuyer, pour prioriser, pour mettre un peu de pragmatisme derrière le plan d'action achat durable. Ce qui a été mentionné quand même dans les moyens qui sont mis en œuvre, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, encore une fois, on voit quand même que ça bouge beaucoup, c'est que désormais, les achats ont régulièrement soit l'appui du département RSE, soit des postes RSE dédiés aux achats. Donc quand même, on a cette fonction achat durable qui commence à se staffer d'une manière ou d'une autre. Souvent quand même dans les postes RSE dédiés aux achats, je l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais c'est souvent des gens qui ont une double casquette, qui sont référents RSE dans les achats, mais c'est quand même des personnes qui du coup bénéficient d'une certaine expertise. Et ce qu'on voit par contre, c'est que par exemple dans certains groupes de luxe où là on a beaucoup de maisons et une fonction centrale, là on va avoir des postes achats durables avec une spécificité, mais c'est aussi lié à la taille de l'entreprise qui permet d'avoir des postes dédiés avec
avec des personnes qui sont vraiment ultra spécialisées. Au-delà du coup de ces ressources, on voit quand même qu'il y a des outils qui commencent à se mettre en place. Donc, on a quand même près de 60% des répondants qui nous ont dit qu'ils avaient aujourd'hui des outils pour gérer de la data carbone. Donc, soit des outils maison qui ont été développés en interne, soit des outils du marché qu'ils utilisent pour collecter de la donnée sur la partie carbone. On a un gros tiers des répondants qui utilisent aussi Ecovadis. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ils l'utilisent parfois pour collecter les médailles de leurs fournisseurs, pas toujours sur toutes les fonctionnalités qu'offre Ecovadis de suivi de suivi des risques RSE par exemple. Mais on a quand même encore une vingtaine de pourcents qui à date n'ont pas grand chose en place. Et si on regarde un petit peu plus les freins, donc ce qui est mentionné comme frein majoritaire, c'est le sponsorship qui n'est pas au bon niveau, hein, c'est ce qui a été cité, et qui fait que le sujet n'est pas prioritaire par rapport à l'enjeu coût. Donc il y a souvent beaucoup de change management à faire, et souvent ça a été associé au manque de ressources. On nous dit on n'a pas le sponsorship au bon niveau, donc derrière on ne nous donne pas le bon niveau de ressources pour faire ce qu'il faudrait faire. Et l'autre sujet, c'est la mesure et la fiabilité de la donnée, qui est citée 40% des cas, et qui est souvent associée au manque d'outils. Alors moi, je mets un petit bémol sur cette partie-là parce que on aura beau avoir le meilleur outil de la Terre, si on n'arrive pas à collecter la donnée, qu'on n'arrive pas à la rendre propre, en tout cas à la traiter, on aura beau avoir les meilleurs outils, on n'en fera pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la data, c'est un point dur. On a du mal à la collecter, on a du mal à la fiabiliser. On a souvent des clients qui nous racontent que voilà, ils ont des ERP qui sont pas connectés, et qu'ils ont du mal à consolider tout ça. Ce qui est pas le cas d'ailleurs que pour la RSE, mais ce qui est d'autant plus vrai pour la RSE puisqu'on a beaucoup de données différentes. On n'a pas que du spend, on peut avoir des data carbone, on peut avoir un certain nombre de data à droite et à gauche. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont un peu du mal à faire le tri dans le nombre de données, à les fiabiliser et à les consolider. Peut-être, Xavier, si tu voulais partager avec nous ce que tu as tenté de faire sur la data. Oui, alors peut-être avant, je refaisais le point d'ailleurs pas plus tard qu'hier avec l'équipe CSRD, les CSR, dans le cadre de toute la donnée qu'il va falloir récupérer pour être conforme par rapport à la CSRD, et notamment toute la partie matrice de double matérialité. Et ce qu'il me disait, c'est qu'on a 1015 points de données à fournir. Et qu'aujourd'hui, à aujourd'hui, on est conforme qu'à 26%. On a 26% de ces 1015 points sur lesquels on a quelque chose de solide. Ça veut dire qu'on a un travail énorme à faire entre maintenant et les mois qui suivent. Ça veut dire qu'il faut formaliser déjà de la donnée qui est plus ou moins existante, et puis il va falloir créer aussi de la donnée. Donc on a un énorme travail à faire. Et d'ailleurs, sur les axes, c'est plutôt sur les axes environnement où on manque de données. Donc, on est vraiment sur un assessment en ce moment. Et sur cet axe environnement, alors ce qu'on a fait côté achat, pour essayer de se faciliter la tâche, entre guillemets, sur l'assessment du scope 3, donc sur l'empreinte carbone, c'est qu'on a fait un proof of concept pour comparer des questionnaires qu'on envoyait chez nos fournisseurs à un outil d'intelligence artificielle et un POC que l'on a développé avec une société qui s'appelle Digitalon, bref, et qui récupère les données qui sont disponibles dans les rapports annuels des différentes entreprises. Et on a essayé de comparer les réponses qu'on avait de ces fournisseurs et ce que nous donnait l'outil d'intelligence artificielle en récupérant beaucoup de données sur le web. Et on s'est aperçu que les choses étaient finalement assez similaires. Donc, on va essayer de pousser un peu ce proof of concept qu'on a fait sur 2-3 fournisseurs pour le faire sur, évidemment, statistiquement, beaucoup plus de fournisseurs, et de se dire, oui, cet outil va nous permettre de récupérer plus facilement des données, de les mettre en forme plus facilement, parce que ça va vraiment être un enjeu. Cet enjeu de données est, à mon avis, clé dans ce projet et notamment des aspects de conformité liés à la CSRD. Voilà. Donc,
on en est vraiment au balbutiement et il y a quelque chose à explorer, probablement de façon un peu plus importante avec l'intelligence artificielle et ces outils qui peuvent récupérer de la donnée, nous la mettre en forme de façon plus cohérente que d'envoyer des questionnaires et d'avoir des dizaines et dizaines de personnes qui épluchent ces questionnaires en retour. Voilà. Merci. À suivre. Merci. Laurence, on parlait du coup de moyens à mettre en œuvre et d'investissements à faire avec le bon niveau de sponsorship. Je sais que vous voulez nous parler des voitures électriques. Vous parliez des voitures électriques, très bien. Oui, en fait, je dirais que de toute façon, l'empreinte, enfin je dirais l'empreinte CO2 des achats, en fait, c'est 80% de transport, en fait. Voilà, parce que la Poste, c'est un transporteur, donc effectivement, le transport, puis après, il y a 10% de bâtiments et 10% de routes. Donc, effectivement, la Poste a, je dirais, pris ce sujet assez tôt, et il y a aujourd'hui 30 000 véhicules électriques à la Poste. Donc, c'est la plus grosse flotte électrique mondiale. Et donc, évidemment, c'est une façon, je dirais, drastique de réduire l'empreinte CO2, mais c'est aussi un plan d'investissement colossal. Voilà. Mais effectivement, on parle de sponsorship. Ça, c'est pas une décision des achats. Je dirais les achats accompagnent, mais le groupe La Poste a décidé à un moment, ben voilà, on investit dans l'électrique, et puis derrière, je dirais, les achats se chargent de trouver les véhicules. Merci Laurence. On en vient maintenant à la conclusion. Cette étude, elle nous a permis de nous forger nos convictions un petit peu sur tous ces sujets en matière de durabilité et de maturité des directions achats. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, globalement, la plupart des entreprises, elles ont défini leur feuille de route RSE globale et qu'aujourd'hui, c'est en train de redescendre au niveau des directions opérationnelles. Et ce qu'on a compris de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de directions opérationnelles qui se sentent un petit peu seules pour avancer et pour mettre en place la feuille de route de manière opérationnelle. C'est-à-dire qu'elles ont eu des guidelines qui ont été faites au niveau stratégique, mais derrière l'implication opérationnelle de ces guidelines, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre et on n'a pas toujours les moyens derrière qui sont mis pour le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que globalement, si on n'a pas d'autres bénéfices que la planète, si on caricature, on arrive difficilement à avoir des moyens. C'est-à-dire que évidemment, une entreprise, ça reste, c'est un but lucratif. Donc, quand on arrive et qu'on propose des choses qui ne sont que des surcoûts et avec pour seul bénéfice la planète, malheureusement, les directions achats se heurtent au manque de moyens. Donc, notre conviction et ce qu'on voit, ce qui a pu marcher chez les clients les plus matures, c'est d'essayer de penser global, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer toutes les initiatives possibles et de trouver les bons dossiers qui vont permettre d'autofinancer les autres actions. C'est-à-dire que si vous pensez initiative par initiative, vous allez forcément avoir des initiatives qui vont être des surcoûts parce que dans certains cas, quand on change de matière première ou quand on veut aller sur des solutions plus durables, il se peut que ce soit un surcoût. Néanmoins, si on prend un petit peu de recul et qu'on pense de manière globale, on va forcément avoir certaines initiatives qui vont ramener aussi des gains et qui vont permettre d'autofinancer d'autres initiatives qui, elles, sont plus coûteuses. Et donc, si on pense global, on est capable de trouver un équilibre, une espèce de impact case qui permet d'autofinancer les actions. Mais ça demande évidemment de former derrière les acheteurs dont le métier va aller vers une dimension toujours plus stratégique. C'est ce qu'on voyait déjà depuis quelques années. Et ça, on est persuadé que la RSE va renforcer cet aspect stratégique de la fonction achat puisque, comme on disait, ils vont devoir travailler en transverse, travailler avec les autres fonctions de l'entreprise pour justement réussir à réconcilier au maximum cette équation impact durable et impact coût. Et enfin, le troisième point, c'est que le pragmatisme, il est nécessaire et que du coup, il y a un vrai enjeu à mesurer, à valoriser l'impact durable et que donc la data, elle est clé. Peut-être, Laurence, un petit retour sur ce que vous avez pu réaliser à la Poste. Oui, alors effectivement, donc le point, donc j'ai parlé de partir de la stratégie de l'entreprise, de définir une politique achat responsable. Donc là, vous avez les 4 piliers fondamentaux de la politique achat responsable. Donc les droits fondamentaux, diminuer l'impact négatif des achats des fournisseurs, favoriser l'inclusion sociale
développer aussi développer le tissu économique local et puis consolider les relations responsables et éthiques avec les fournisseurs. Ça, c'est vraiment la base. Et puis effectivement, des actions que j'ai pu citer, la première flotte électrique d'Europe, des contrats de collecte et de réemploi des équipements électroniques, c'est-à-dire qu'effectivement tous nos équipements électroniques sont collectés, réemployés et souvent réutilisés au sein de la groupe La Poste. On a eu, on a obtenu le label RFAR, donc Relations fournisseurs à achat responsable, en 2023 pour 4 sociétés du groupe La Poste. Et puis après, on a effectivement beaucoup travaillé sur tout ce qui était outils. J'en ai pas parlé, mais il y a un outil e-conformité donc qui permet d'aller chercher dans différentes bases de données des informations sur les fournisseurs et de les agréger et de faire du scoring fournisseur. Donc ce qui aide beaucoup les acheteurs dans l'analyse de tout ça, puisqu'il y a quand même 35 000 fournisseurs dans le groupe La Poste, donc évidemment, voilà, ça se fait pas sur un fichier Excel. Parfait. Xavier, est-ce que tu as des éléments complémentaires à partager avec nous de ce que IDEMIA porte dans sa feuille de route d'achat durable? Juste peut-être pour rajouter, parce que Lisa présentait sa dernière slide sur ses convictions. Moi, j'en ai une forgée après quelques années sur le sujet, c'est que on a évidemment une exigence de plus en plus pointue de conformité. Et bon, là, on va être, en tout cas pour les plus grandes entreprises, pris dans les aspects de CSRD sur lesquels il faut se préparer. Donc, je listais l'ensemble des points sur lesquels il va nous falloir être conforme. Donc, on va avoir ces exigences de conformité et ma conviction, c'est qu'il va falloir, en plus de ces exigences de conformité, pouvoir trouver des axes de business et de performance économique. Et donc, c'est ces injonctions contradictoires qu'il va falloir, et c'est pas facile, il va falloir réconcilier et trouver des axes, que ça soit auprès évidemment de nos collaborateurs, mais aussi et surtout peut-être auprès des clients, trouver des axes qui puissent leur permettre de mobiliser les énergies. Je citais cet exemple de green payment. Il faut trouver des axes avec les fonctions marketing, avec les fonctions manufacturing, qui puissent nous permettre de pas considérer les aspects achat durable ou CSR d'une façon générale comme simplement une contrainte, mais c'est aussi des opportunités pour faire la différence aussi avec nos concurrents. Donc voilà, je crois qu'il y a ces exigences de business et de développement économique à côté de ces exigences réglementaires et ces exigences de performance durable. Voilà, pas facile, mais passionnant. C'est un peu une nouvelle frontière pour les achats, mais c'est passionnant. Voilà. Merci. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, donc juste en conclusion de tout ce qu'on s'est dit, si vous devez vous rappeler de quelques points, c'est que les choses bougent. Quand nous on parlait de ce sujet-là, nos clients il y a 2 ou 3 ans, on n'avait quand même pas le même répondant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est quand même un point à avoir en tête et c'est plutôt une bonne nouvelle. On sent que c'est en train de s'activer. On voit quand même qu'il y a des niveaux de maturité sur ce sujet qui sont assez différents et qui sont souvent quand même liés à un peu l'impulsion qui est mise par le top management sur ces sujets-là. Globalement, plus on est mature, plus on tend à considérer la RSE comme un axe de performance, plus on sort un peu de ce regard compliance et on va vers comment j'en fais un axe de performance. Et du coup, ça tend par rentrer sur l'amont du processus achat. Et ce qu'on voit quand même, c'est que aujourd'hui, le point dur un peu pour tout le monde, c'est voilà comment j'en fais un axe de performance, comment j'arrive à valoriser cet impact pour qu'il rentre un peu dans les arbitrages de décision de l'entreprise. Et c'est un peu là où en sont les clients les plus matures avec qui on a pu parler, et vous en avez autour de cette table. Et c'est un peu derrière, voilà, comment on s'assure de tout ça. Et ça demande quand même un vrai niveau de sponsorship. Et ça va me permettre juste de faire la transition avec la première question qu'on a eue. Je vais peut-être juste la lire. Donc, l'impulsion vient du haut. Est-ce que, quand j'ai dit ça, est-ce que c'est parce qu'on a posé la question au top management et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de biais dans la réponse avec un management qui a envie de valoriser l'action et est-ce qu'elle pourrait pas être l'aboutissement par impulsion d'un désir et des initiatives des équipes? Alors, pour répondre à cette question,
En fait, quand on a demandé d'où venait l'impulsion, il y avait possibilité de répondre plusieurs choses. Donc, soit une volonté de la direction générale, première possibilité, soit une impulsion des actionnaires, soit une impulsion de la part des clients, certains étant liés, hein, bien sûr, et soit l'impulsion des collaborateurs. Il y en a quand même un certain nombre qui ont cité plusieurs sources d'impulsion, et donc en fait on a quand même 45% des répondants qui nous ont dit que l'impulsion venait aussi d'une volonté des équipes, hein. Donc évidemment la volonté des équipes elle est clé, mais ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà de un, il y a la pression des actionnaires, et notamment et aussi la pression par exemple quand on doit se refinancer auprès de fonds d'investissement, d'avoir une stratégie RSE, d'avoir une stratégie qui redescend en bas. Donc clairement, l'impulsion de la part de l'actionnariat et des moyens de se financer, selon la structure d'entreprise, est-ce qu'elle est cotée, pas cotée, etc., ça va quand même avoir un vrai impact. Et derrière, la volonté de la direction générale de mettre les moyens là-dessus, on voit quand même chez les clients que c'est ce qui change la donne. Quand on regarde par exemple un Schneider Electric, clairement, il y a une impulsion de la volonté générale, de la direction générale, qui fait qu'aussi ils sont très avancés sur ces sujets-là. Néanmoins, ça n'enlève pas au fait que la meilleure chose à faire, c'est qu'il y ait une impulsion et en top-down et en bottom-up, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que si elle vient que en bottom-up, on va réussir à faire plein de choses au niveau des achats, mais l'impact global, il va quand même être moindre. C'est quand même une réalité. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. Je voudrais compléter parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai vu à la Poste, c'est que les acheteurs sont très motivés sur le sujet depuis très longtemps. Ils ont tous des actions qu'ils font depuis très longtemps. Je vais prendre à témoin que le fait que quand on réunit la communauté achat responsable, on a 400 connexions, donc voilà, une équipe extrêmement motivée. Mais c'est vrai que ce qui est important, tu l'as dit, Lisa, c'est l'alignement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui peut être fait voilà, par les acheteurs voilà, est soutenu aussi par tout cet alignement avec la direction générale. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance le mieux. On avait une deuxième question. Alors, je vous laisserai peut-être, Xavier, tu as partiellement répondu avec tes points de collecte de données, mais selon vous, quel est le niveau de préparation des entreprises sur le scope 3 et son intégration dans la CSRD? Alors, Xavier, tu as commencé à élaborer sur le sujet, donc je vais te redonner 2 minutes de parole. Oui, non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, bon, d'abord, on a une très grande hétérogénéité de nos fournisseurs entre les plus matures et qui sont généralement les plus grandes entreprises et celles qui sont plutôt des PME qui vraiment débarquent encore sur ces sujets-là. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation et les fournisseurs, même les plus grands, vous répondent sur leur scope 1, sur le scope 2 et eux-mêmes n'ont qu'assez peu de données sur le scope 3. Et donc du coup, vous pouvez pas véritablement avoir un scope 3 complet. Donc c'est un vrai sujet. Et si pour vous donner une illustration de l'hétérogénéité, bon, sans trahir de secret, on travaille avec une société comme ST Microélectronique sur les semi-conducteurs qui sont capables de vous donner maintenant leur empreinte carbone pour tel semi-conducteur fait dans telle usine, fait dans tel pays. Donc ils sont vraiment maintenant très très pointus. Ils intègrent l'empreinte carbone évidemment dès la conception d'un nouveau semi-conducteur, etc., etc. Donc là, on a vraiment des gens qui sont très pointus sur le sujet. Et puis à côté de ça, on a effectivement des petites, moyennes entreprises qui débarquent le sujet et qui sont pourtant très importants pour nous parce qu'ils sont sur des niches technologiques. Donc oui, il y a un vrai sujet. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt pour le 1er janvier, oui. Ça, c'est sûr. Je peux compléter, hein. J'ai parlé de 16 milliards d'euros d'achats pour le groupe La Poste. Un des sujets, c'est qu'en fait, les données sont dans des systèmes achats au sens strict du terme pour 5 milliards d'euros, voilà, donc moins du tiers. Donc ce qu'on appelle le haut-band du groupe, en fait, il est énorme. Et donc c'est une des très grosses difficultés d'obtenir les données sur l'ensemble du périmètre, entre autres. Donc, Maurice, je ne suis pas sûre. Voilà, merci pour ta question. Peut-être pour compléter, hein, ce qu'on a entendu quand même, c'est que globalement, je dirais que le niveau de préparation est assez bas. On va avoir des entreprises, voilà, peut-être comme ST, mais qui, parce que ils étaient soumis à la DPEF avant, avaient déjà
devaient déjà faire cet exercice en fait de scope 3, même s'il était moins standardisé, moins réglementé, on va dire. Donc on a ces entreprises-là qui, elles, arrivent aujourd'hui à avoir quelque chose d'assez formalisé au niveau du scope 3, mais toutes les entreprises qui n'étaient pas soumises jusqu'à là à la DPEF, globalement, elles sont quand même un petit peu moins prêtes. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites un petit peu en raccourci, c'est-à-dire que on va regarder dans le scope 3 et on va faire, en fait, on va appliquer on va mesurer le carbone en mettant à l'euro au chiffre, à l'euro dépensé un coefficient carbone, ce qui est évidemment un gros raccourci. Et après, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un truc, par rapport à la dépense, on va mettre une empreinte carbone, et derrière, on va regarder plus précisément là où on sait qu'on a de l'impact. Donc, une espèce de truc hybride qui doit s'améliorer d'année en année, où d'abord on fait un peu des raccourcis, on essaie de creuser là où on sait qu'il y a de l'impact, et chaque année on essaie de s'améliorer. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que au-delà du scope 3, la préparation de la CSRD au niveau des achats, elle n'est pas encore. En fait, il y a encore beaucoup de fonctions achats qui n'ont même pas réalisé tout ce que ça va impliquer la CSRD pour eux, puisqu'en fait tout ce qui va être lié au-delà du scope 3, tout ce qui va être lié à la traçabilité fournisseur, en fait, il y a quand même beaucoup de données qui vont devoir être reportées par les achats. Et selon la taille de l'entreprise, cette prise de conscience, elle n'est pas encore faite. Après, il y a encore un petit peu de temps. Après, voilà, il y aura l'objectif de la CSRD, c'est de s'améliorer chaque année. Donc, mais on sent quand même que voilà, le sujet de la CSRD n'est pas encore totalement pris par toutes les directions achats. Peut-être une dernière question avant de clore notre discussion, peut-être pour Xavier et Laurence. Avec votre retour d'expérience, quelle charge de travail complémentaire tous ces sujets autour de la RSE apportent à vos équipes, aux acheteurs, au-delà de la formation, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça accroît leur charge de travail par une nouvelle complexité, des nouveaux facteurs à intégrer? Xavier? Oui, bien sûr, mais en même temps, ça l'enrichit. Donc, non, mais c'est pour ça qu'il faut quand même que l'on puisse, je dirais, les aider, nous aider par un certain nombre d'outils. Bon, on a le support quand même beaucoup des directions CSR. On peut se faire aider à l'extérieur de façon régulière également. Bon, voilà. Mais oui, ça prend du temps, et surtout au départ. Il y a une période de ramp-up très très importante. Pareil, c'est indéniable, c'est une charge de travail supplémentaire, il faut pas le nier, hein, au contraire. Et en plus, ça se rajoute aux tâches de compliance. Enfin voilà, c'est une forte évolution du métier des achats. Donc effectivement, ça le rend plus intéressant, Xavier. Bon, et parce qu'aussi les acheteurs peuvent se sentir au centre, je dirais, de cette transformation écologique. Voilà, et ça, c'est une forte motivation pour eux. Mais c'est indéniable, c'est une charge supplémentaire. Chez Idemia, le scope 3, c'est-à-dire les achats, grosso modo, c'est 85% de l'ensemble des émissions. Donc, on sait bien que s'il n'y a pas de progrès côté achat, il n'y aura pas de progrès côté Idemia d'une façon générale. Donc, c'est aussi remettre les choses un peu en perspective. Parfait. Écoutez, je vous remercie tous. Merci à nos auditeurs et vos questions. Vous pourrez retrouver cette séquence en replay dans la foulée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez plus de détails sur l'enquête, n'hésitez pas à nous questionner. Nous n'avons repris ici que quelques éléments clés, mais elle est beaucoup plus riche. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Xavier, merci Laurence et merci Lisa. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Wow.